Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Ividore ce soir. Bonjour Ivy. Bonjour Amélie, bonjour Mathilde. Bonjour Ivy. Donc nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à 19 heures pour discuter donc de ton livre qui vient de sortir et qui s'intitule Mes parents se séparent et moi dans tout ça. Tout au long, on va faire un échange sous forme de questions-réponses. Bien sûr, si parmi les participants qui nous suivent, vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à nous faire savoir. Vous pouvez utiliser la conversation, soit directement dans le chat, soit dans l'onglet QR, questions et réponses. On prendra le temps d'interroger Ivy en fonction de vos demandes. Je vais laisser la parole à Mathilde pour commencer, qui nous fera une introduction et nous parlera plus précisément du livre avant de démarrer l'entretien. Vas-y Mathilde, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, quelques mots d'abord pour vous présenter la collection Sans tabou pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, c'est une collection de livres pratiques illustrés pour les adolescents entre 11 et 15 ans. Je viens vous montrer d'ailleurs les couvertures des livres. Voilà, qui s'affichent normalement à l'écran. Donc ce sont des livres pratiques illustrés écrits par des professionnels experts du sujet. Donc ça peut être, voilà, des psychologues, des coachs, des sophrologues, suivant la thématique et ce sont tous des professionnels qui, voient régulièrement des ados, qui travaillent au quotidien avec des ados et donc qui connaissent très, très bien leurs questionnements et leurs préoccupations. Au niveau des thèmes abordés, donc on a 13 titres à ce jour. Pour en citer quelques-uns, on a la confiance en soi, le stress, les émotions, l'orientation, l'amour et la sexualité. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et ce sont des livres qui sont très dynamiques, très vivants, avec une mise en page agréable. En plus des informations et des conseils que donnent les auteurs, on a aussi des rubriques tests pour bien se situer et des témoignages donc d'adolescents qui vont raconter un petit peu leur expérience. Donc on a eu 3 titres qui sont parus en 2025. La perte, la mort, on s'en parle d'Hélène Romano. Chut, je me concentre de Frédéric Vidret et le livre dont on va parler ensemble ce soir qui s'appelle Mes parents se séparent et moi dans tout ça, d'Ividore. Donc d'abord, peut-être quelques mots pour te présenter, Ivy. Donc Ivy, tu es psychologue clinicienne en libéral à Bordeaux. Tu travailles régulièrement avec de nombreuses familles. Tu aides tes patients à prendre conscience de leurs ressources pour arriver à surmonter leurs difficultés. Et tu as écrit entre autres un autre livre qui s'appelle Belle-mère, beau-père, trouver sa place aux éditions ESF Sciences Humaines. On a voulu travailler, voilà, proposer un livre sur la séparation des parents parce que, en fait, peu importe la façon dont la séparation se passe, ça demeure toujours un grand bouleversement au sein de la famille. Il y a forcément un avant et un après dans la famille. Et même si les 2 parents s'entendent bien, c'est forcément un événement qui va avoir de nombreuses conséquences sur la famille et qui va susciter des questions pour les ados. Et en termes d'émotions, ça peut donc générer différentes émotions chez les ados. Par exemple, de l'appréhension, voire même de l'anxiété face à l'incertitude de la situation. Ça peut aussi engendrer de la colère chez certains ados. Et on remarque aussi voilà, pas mal d'ados qui se sentent particulièrement tristes pendant cette période-là, notamment les ados qui vont être témoins régulièrement de disputes entre leurs parents et qui vont se retrouver un petit peu au milieu de ces conflits-là. Et ce qu'il faut savoir aussi dans ce genre de situation, c'est que les ados ne vont pas forcément se tourner vers leurs parents, pour faire part de leurs préoccupations, justement parce qu'ils voient que leurs parents sont eux-mêmes, très préoccupés, voire bouleversés pendant cette période. Donc, voilà, ils vont pas se tourner vers eux pour avoir des réponses ou pour être, rassurés et c'est aussi une des raisons pour laquelle, ce livre nous a semblé, très important pour, pouvoir accompagner un petit peu les ados, dans cette période qui peut être, un peu difficile à vivre. C'est vrai que la séparation à première vue, ça peut être inquiétant, hein, pour les ados, mais l'idée, c'était aussi de montrer qu'il pouvait y avoir, des aspects positifs une fois que la séparation est actée. On peut avoir, moins de disputes entre les parents, on peut avoir des parents qui vont être, du coup plus présents, plus disponibles. Le but de ce livre, c'était d'aider les ados à trouver leur place au sein de la famille, malgré les changements. De répondre à toutes les questions qui peuvent se poser, notamment sur, bah, qu'est-ce qui va changer ou pas dans la famille, et qu'est-ce qui va changer aussi, concrètement, au quotidien. Et c'était aussi d'aider les ados à identifier, ce qu'on appelle en psychologie, les personnes ressources, donc les personnes sur lesquelles l'ado va pouvoir, compter pour l'aider à traverser cette période.
Je voulais vous montrer d'ailleurs l'arbre des personnes ressources qu'on a. Merci. Voilà, Ivy nous propose une ressource dans le livre qui s'appelle l'arbre des ressources. On a donc l'ado qui est dans la bulle du milieu, et on propose à l'ado d'identifier un petit peu les personnes qui sont proches de lui et qui peuvent l'aider pendant cette période. Donc voilà, l'idée c'est que l'ado écrive le nom des personnes qui lui semblent importantes et sur qui il peut compter dans les différentes bulles autour de lui. Et on le voit bien aussi sur l'illustration qui est en vis-à-vis de Clémentine Latron avec le petit jeu de cartes. Et les cartes Joker avec la tante, le psy, le grand-père, la marraine ou encore l'ami, qui sont voilà, des personnes sur lesquelles l'ado peut s'appuyer. On parle aussi dans ce livre de l'impact de la séparation des parents sur la relation avec les frères et sœurs. Et on évoque également le cas des beaux-pères ou des belles-mères, de la relation donc, avec le beau-père et la belle-mère, et les éventuels demi-frères et demi-sœurs. Ce soir, on va essayer de répondre ensemble à la question comment on peut aider un ado dont les parents se séparent. On va essayer de mieux comprendre ce qu'il traverse et comment on peut faire pour le soutenir. On verra que le rôle de l'entourage est très important, que ce soit les grands-parents, les parents et marraines, ou même les enseignants qui entourent l'ado. Et on verra aussi quand est-ce qu'il faut s'inquiéter en fait si l'ado a l'air d'aller mal. Alors peut-être pour commencer, Ivy, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce sujet pour des ados? Pourquoi ça te tenait à cœur de traiter ce sujet-là? Mhm. Alors, en fait, je travaille avec les familles, je suis thérapeute de famille, de couple, donc je travaille avec les familles depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, on peut dire. Et c'est vrai que ce public, face à la séparation des parents, c'est aussi un public qui, à la fois, réalise immédiatement, ce qui n'est pas le cas des enfants, par exemple, tout petits. C'est un public qui est tout de suite confronté à ça et qui, en même temps, traverse quand même une période pas évidente qui s'appelle l'adolescence, qui représente quelquefois en elle-même une crise, ou une crise d'identité, d'appartenance. Et je trouvais que c'était très important de parler de ça. Il faut se dire aussi que j'avais sorti le livre Belle-mère, beau-père, où la question de la séparation, la place des enfants face à ça aussi était quand même très, très frais, très présent dans mon esprit. Et puis, cette collection, qui est une collection très belle, que je trouve très, très sympa et très dynamique. J'avais envie de peut-être amener un petit peu une piste. Et puis, je dois dire que j'étais accompagnée dans cette écriture parce que c'était aussi quelque chose qui me faisait peur. J'avais jamais écrit pour les adolescents. Et Mathilde, tu m'as bien guidée. Chapitre après chapitre, j'envoyais, puis tu me disais, là, il faut dire tu, là, il faut simplifier. Et puis, c'était aussi un travail de collaboration très agréable. Et je pense que ça va aider les adolescents, mais pas que les adolescents, parce que maintenant le livre est sorti en octobre, on a déjà commencé un petit peu à divulguer tout ça, et des personnes ont déjà commencé à l'acheter. Et j'ai des collègues qui disent c'est un vrai levier aussi dans le travail clinique, ça peut aussi accompagner les professionnels à penser comment aider les adolescents. Bien sûr qu'il est destiné aux adolescents, et c'est un langage pour adolescents, mais ça peut aussi aider les parents à lire et à se dire, tiens, comment je peux être aussi support à cette période pour mon enfant. Et il y a le livre, il y a tout ce qui peut... C'est comme un tiers, ce livre, hein, avec, comme disait Mathilde, beaucoup de choses dynamiques. Il est à la fin un thermomètre des relations pour aider aussi à penser la question des rapports que l'adolescent va continuer à établir avec ses parents. On a essayé de faire quelque chose aussi qui parle de différentes étapes au moment où les parents, la crise s'y manifeste chez les parents, même si c'est pas comme ça pour toutes les familles, ça ne peut pas être pareil pour tout le monde, mais on a pensé au moment où la crise se manifeste, au moment clé de cette période, à l'annonce, les déménagements, les changements, les relations de fratrie, les quasi, enfin, chaque étape qui accompagne cette période de la séparation des parents à l'adolescence. Et puis, on a quand même abordé de manière délicate, mais on a voulu que ça soit, moi je voulais que ça soit présent à la maison d'édition, tout le monde était OK, avec la question quand même des violences, c'est-à-dire qu'il
il y a des jeunes qui sont exposés à des violences. Et moi, j'ai déjà entendu à mon cabinet des jeunes dire, j'étais très content que mes parents se séparent. Et ça, c'est aussi un message significatif. Ok, je suis très content que mes parents se séparent, mais est-ce que le conflit s'arrête? Et en même temps, comment tu vas continuer? Comment ça va être la suite? Parce que je suis très content que la violence s'arrête, les tensions s'arrêtent, les choses sont plus claires, mais est-ce que ça va suffire à ce que tout s'apaise et que tu puisses traverser cette période de la meilleure manière possible? Donc, moi, je trouve que c'est un livre hyper important, qui est un livre nécessaire, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de choses pour adolescents de cette tranche d'âge-là, et on doit quand même avoir à l'esprit 45% des couples divorcent. Ces couples n'ont pas tous des enfants, mais il y a des couples aussi qui sont ensemble et qui ne sont pas mariés, donc ils ne divorcent pas, ils se séparent. Mais dans les chiffres de l'INSEE de 2023, c'est quand même 23% des enfants en France vivent dans une famille monoparentale et 10% des enfants en France vivent dans une famille avec les beaux-parents. Donc ça veut dire que au moins plus de 33% des enfants en France sont confrontés à la séparation ou au divorce des parents. Donc c'est quand même significatif. Et justement, quand il y a l'annonce des parents qui se séparent, quelles sont les principales inquiétudes des adolescents lorsque les parents se séparent, mais aussi peut-être même lorsqu'ils commencent à l'envisager et que les enfants l'apprennent? Alors, c'est encore une fois, hein, ce qu'on se dit là, c'est une tonalité générale, ce qui ne veut pas dire que c'est exactement ça pour tout le monde. On ne doit pas essayer de trouver un, un mode pour tout le monde, mais la question, elle est très intéressante parce que comment un adolescent se comporte et quelquefois, j'entends beaucoup de parents dire, bah, il n'y avait rien à faire. Oh, ça l'intéressait pas vraiment. Ou ce qui l'intéressait, c'est de savoir si les choses n'allaient pas changer pour lui. Ce qui pourrait faire penser à l'égoïsme de l'adolescent. Or, je pense pas que ça soit comme ça qu'on doit lire. Quelquefois, effectivement, ils sont préoccupés de comprendre qu'est-ce qui va changer pour eux, qu'est-ce qui va modifier dans leur routine, parce que c'est déjà très compliqué d'appréhender la nouvelle. Si en plus tout va changer de ma routine, qu'est-ce qui va changer? Où est-ce qu'on va vivre? On va déménager, je vais changer d'activité, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et puis, c'est aussi une période qui, quelquefois, représente plus d'autonomie, parce que je pense aux 11-15 ans qui est notre public, mais quand les parents se séparent, que les enfants ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui sont jeunes, quelquefois, les parents jusque-là, pouvait accompagner les enfants. Et donc, 11 ans, c'est quand même l'entrée au collège. Et tout d'un coup, si par la séparation, on ne va pas au même collège qu'on avait prévu, ou bien sûr, sur la séparation, on va quand même à ce collège-là, mais on ne va pas comme on avait imaginé, c'est-à-dire les parents ne peuvent plus compter l'un sur l'autre dans l'organisation, il va falloir que toi, tu ailles tout seul. Enfin, il y a une préoccupation immédiate sur les changements. Qu'est-ce qui va changer? Et je pense pour certains adolescents, c'est une vraie souffrance, une vraie tristesse. Moi, j'observe des adolescents qui sont malheureux parce que c'est pour eux, c'est tout le projet de famille qui s'effondre. Et j'observe certains qui vont faire comme si de rien n'était, mais qui ne peuvent pas témoigner de comment ça chamboule tout pour eux. Et d'autres sont même, je trouve, dévastés, c'est un mot très fort, mais très, très mal avec ça, parce que la sécurité de dire les parents restent ensemble, même s'ils se disputent et que c'est compliqué, mais ils restent ensemble, ça amène une certaine sécurité. Et dans les certains cas où les enfants disent je suis content que mes parents se séparent, on doit vraiment les penser en termes de violence conjugale. Violence conjugale qui n'est pas forcément physique, mais très tension, violence intrafamiliale, où il y a beaucoup de violence psychologique, physique, beaucoup de tension, où les enfants se sentent libérés si un des parents part. Mais ça, c'est, en fait, la majorité des cas, les enfants sont malheureux.
est-ce que, du coup, dans le livre, tu parles donc de l'annonce de la séparation aux enfants. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur voilà, comment et quand annoncer qu'on se sépare? Est-ce qu'il y a un bon moment ou une meilleure manière de le faire? Mmh. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon moment, parce que c'est quand même une mauvaise nouvelle dans la majorité des cas et on sait qu'il y a jamais de bons moments, mais on va dire qu'il y a des moments peut-être un peu plus propices, ou moins bousculants par rapport à ça. Moi, je trouve que quand les personnes viennent en thérapie, que la question se pose dans ce sens-là, c'est les parents qui veulent annoncer aux enfants la séparation. Souvent, je dis: «Bah, pas le soir». Pas le soir parce que, bah, pas avant d'aller se coucher, le lendemain il y a école, ça c'est un peu de la base. Moi je pense que c'est si on imagine le cas le plus optimum, c'est pas mal de pouvoir annoncer à 2, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va dire, comment on va annoncer, qu'est-ce qu'on va annoncer, d'essayer de rassurer au maximum les enfants. Je trouve que c'est bien que ça puisse être annoncé durant un temps de week-end. Pour que ou en temps un peu long de vacances, congés comme ça, pour qu'on puisse, discuter, que l'enfant puisse avoir le temps de digérer un peu le lendemain, d'avoir des moments où le parent va être un peu par là, heu, qu'on soit un peu seul, qu'on passe, des moments dans diverses configurations, c'est-à-dire, un des parents avec l'ado, heu, tous ensemble, mais aussi l'autre parent avec l'ado. Donner la possibilité à l'ado aussi d'avoir un espace individuel pour questionner le parent et pour, vérifier aussi la question de la sécurité, de la possibilité d'aller vers l'un et l'autre. Aussi de ne rien dire, de pas parler s'il a pas envie, mais qu'il ait cette possibilité, d'espace de dialogue, possible après l'annonce. Et quelles sont les réactions possibles à l'annonce d'une séparation? Qu'est-ce qu'on peut répondre en tant que parent ou même, proche, en dehors de la famille? Comment réagissent les enfants généralement? Alors, je pense que ce qu'il faut avancer, c'est vrai que c'est ce qu'on disent beaucoup de psys déjà depuis très longtemps, hein, mais ça reste quand même une vérité, de rassurer l'enfant sur, l'ado, sur le fait que c'est pas de sa responsabilité ce qui se passe, c'est quand même, une question liée aux parents et je pense que en fonction de l'âge de l'enfant, on peut dire des choses sur, s'est senti moins aimé, que c'est compliqué depuis un certain temps, si l'enfant observait ça, qu'il a été, témoin direct, indirect des tensions, de dire: «Voilà, tu le sais, depuis un moment c'est difficile, on a tenté». Souvent, j'ai dit aux parents de dire quand ils viennent en thérapie de couple, de dire: «Mais dites à votre adolescent et votre enfant, quand il observe le conflit, les tensions, dites-lui que vous venez en thérapie de couple, aussi pour dire qu'on tente des choses, on essaye de faire des choses. Donc je pense qu'il faut dire un maximum qu'on peut dire, si c'est, un parent qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et qui a une relation extraconjugale qui est découverte, c'est pas la peine de dire, tous les détails de ce qui est en train de se passer dans le couple conjugal, mais il y a des choses qui sont importantes, de dire, «C'est moi qui lance ce process, c'est moi qui souhaite arrêter», l'autre parent qui peut dire, voilà, mais moi, si ta maman ne m'aime plus, je pense que c'est pas une bonne chose qu'on continue ensemble ou à l'inverse, c'est-à-dire ton père souhaite se séparer, c'était pas mon projet, mais c'est hors de question qu'on s'impose tous une vie où, on n'est pas heureux et satisfait ensemble. Enfin, je pense que quelquefois les parents, ils veulent dire un peu la même chose, «On est d'accord ensemble pour se séparer, tous les 2, on est» alors qu'il y a un qui visiblement montre autre chose. Je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas trop de dissonance entre ce qu'on dit et ce qu'on montre, ce que l'enfant peut percevoir de nous, parce que nos enfants nous connaissent et ils sont très forts à repérer, l'entourloupe.
Merci beaucoup, Evie. Bah, tu as déjà pas mal répondu à la question sur laquelle j'allais enchaîner, mais est-ce que c'est important d'être tout à fait transparent ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux ménager et préserver les enfants? J'imagine que ça Alors, dépend des situations. ben oui, et Mm. tout à fait transparent. Je ne sais pas si on peut, parce que l'idée, c'est pas non plus de complètement se déverser, mais je pense qu'il faut dire un maximum de choses de manière authentique, sans abîmer l'autre parent, sans casser l'autre parent. Mais je pense que c'est important, oui, de donner à l'enfant des messages qui sont nécessaires pour lui. Oui, 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 je pense à des situations où le mensonge s'invite. Je pense à, voilà, je suis très mal parce que je ne supporte plus cette situation, c'est compliqué, j'ai décidé de quitter ton papa. Je pense à une situation parce que tu vois, ça fait longtemps qu'il est mal, qu'il est très déprimé. Le père est là, hein. Tu déprimé, c'est difficile pour lui, mais c'est aussi difficile pour moi. Beaucoup pendant longtemps, j'ai pas voulu partir, mais là, j'arrive à un moment où j'ai peur aussi pour moi et moi, je dois rester debout aussi pour vous et donc je décide de partir. C'est pas facile pour ton papa, c'est pas facile pour moi, mais on va essayer, de faire en sorte que ça se passe au mieux possible pour toi parce que c'est pas évident de te rassurer au mieux. Enfin, voilà, je trouve que c'est important parce que l'enfant, il comprend quand même que le parent qui est déprimé, il est pas d'accord avec ça, mais que le parent qui prend la décision parce que l'autre est trop mal depuis plusieurs années et qu'il dit: «Je m'épuise, je n'arrive plus à porter ça», il est honnête et il dit les choses et c'est aussi légitime. Heu et de le de le présenter comme ça, je trouve que ça aide l'enfant à ne pas, heu laisser libre cours à son imaginaire et à imaginer des choses qui sont forcément pas toujours sympas, parce que quand on imagine, des choses un peu angoissantes ou des choses un peu inquiétantes, on n'imagine jamais le mieux, on imagine souvent le pire. Quelquefois, j'observe des adolescents, j'accompagne des adolescents qui sont très en colère contre un parent qu'ils pensent être à l'origine de la séparation, or c'est l'autre parent. Et donc c'est très intéressant, je pense à un couple qui vient en thérapie de couple, parce que monsieur a décidé de partir et c'est clair pour lui qu'il veut partir. Il vient pas en thérapie de couple pour que ça se passe mieux dans son couple, il vient en thérapie de couple pour accompagner sa femme, son épouse, à accepter. Et eux, ils disent, ils ont 2 enfants, il y a un qui fait des crises gigantesques au collège, qui a fait une, menace de TS, qui va mal, très mal, et un autre qui est le plus âgé, qui ne comprend rien, qui n'a rien compris de ce qui se passait et qui ne dit rien à ce sujet. Et les 2, excusez-moi, ça sonne, je vais ouvrir parce que j'attends personne, mais ça ne va pas s'arrêter. Les aléas du direct. Je profite pour vous faire un petit rappel que le livre est disponible en librairie, hein, et sur notre site. Je vous ai mis dans le chat le lien pour découvrir un peu plus sur le livre. Vous trouverez dedans un extrait et le sommaire. Vas-y, Evie, je te laisse reprendre. C'est le direct. Voilà. Et donc, et donc, quand, avec ses 2 parents, j'ai dit: «Mais vous devez expliquer ce qui se passe». Moi, je fais l'hypothèse qu'il a crise de votre adolescent. D'ailleurs, je parle de cette situation dans le livre. Je fais l'hypothèse que les crises de votre adolescent sont peut-être liées au fait que lui, il a compris, son grand frère n'a pas compris, mais que lui, il a compris que ça ne va pas et que vous allez peut-être vous séparer. Quelquefois, l'adolescent, il comprend parce qu'il capte les parents, mais quelquefois, il comprend parce qu'il a intercepté des messages, parce qu'il a entendu, un parent dire des choses à quelqu'un d'autre, parce qu'il a pris le téléphone du parent et qu'il a vu des choses. Enfin, quelquefois, les adolescents, ils, découvrent, à leurs dépens des choses et ils, avancent avec ça sans pouvoir le dire, hein. Et donc au moment où ils décident d'annoncer qu'ils vont se séparer, enfin jusque-là, non, c'est ça que je voulais dire, jusque-là, ce jeune était
très en colère contre sa mère. Il était très agressif, très attaquant de la mère. Et il disait: «Tu es pas gentil avec papa, mais tu es pas sympa, mais pourquoi tu es comme ça?» et cetera. Il était très, très, «Tu veux quitter papa, tu veux t'en aller». Donc lui, dans sa tête, il attribuait à elle, le désir de partir. «Tu veux partir, si vous vous séparez, moi je vais mourir, je ne veux pas de ça, je ne supporte pas ça». Donc il était très, très attaquant. Et avec voilà, la thérapie de couple, j'ai dit: «Ça serait bien quand même d'avancer et de lui dire» parce qu'en fait, s'il dit: «Si vous vous séparez, je vais mourir» et vous, vous dites: «Non, mais on va pas se séparer», alors qu'en coulisses, il y a quand même une séparation qui avance, c'est quand même très angoissant. Et il raconte qu'ils annoncent ça, le fils cadet, quand ils disent: «Bon, voilà, on est là, on va se séparer», le père dit: «C'est moi qui ai pris cette décision. Votre maman n'était pas d'accord au départ, mais elle comprend mon besoin de partir et on va faire ça au mieux pour vous. Je vais louer un appartement, je vais vous associer à ça, je vais vous montrer l'appartement et tout ça». Le plus jeune se lève, il dit: je savais depuis le départ» et il dit: «Je vais chercher un coca dans le frigo» et le 1er, l'aîné, qui a 15 ans, se met à pleurer. Et il dit: «Mais j'ai pas compris, je savais pas». Donc il y avait un décalage entre les 2. Le fait cette annonce avait rassuré le jeune qui du coup était beaucoup plus docile, plus gentil, beaucoup plus tendre, plus tard avec sa mère et pas pour autant plus agressif envers le père. C'est comme s'il avait compris ce qui se passait, décelé, ce qui était en train de se, entre guillemets, hein, «manigancer» dans son dos et puis, beaucoup plus apaisé et ce n'est pas magique, mais plus de crises au collège, plus de crises classiques, des crises d'angoisse encore, c'est vrai, mais plus de crises comme il faisait au point que son père devait l'attraper, se coller à lui, lui parler, heu, physiquement le contenir. Ça n'a plus eu lieu. Non, c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément qu'il peut y avoir des réactions aussi différentes, au sein d'une même fratrie. Et bah, pour enchaîner, c'est vrai que la séparation, on imagine bien que ça va forcément, impacter, l'ado d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'il y a des signes auxquels il faut, être attentif, qui peuvent, montrer que l'ado vit vraiment mal, la situation? Oui, je pense qu'il y a des signes quand même. Pardon, le repli, hein, quand, on n'a vraiment pas d'accès à cet ado et qu'il, ne veut plus du tout discuter avec nous, qu'on a déjà essayé de faire appel à d'autres adultes, parce que ça, c'est aussi quand même important qu'il y ait d'autres adultes ressources qui rentrent dans le circuit, hem, qui puissent, venir un petit peu, interroger, parler, discuter, mais aussi proposer autre chose que tout ça. Juste, on passe un moment ensemble, on se voit, on discute, on rigole, on va au ciné, on va manger des crêpes, enfin, des choses un peu festives aussi. Et là, je pense aux grands-parents, aux oncles et tantes, quelquefois des amis de la famille, les parents d'amis et tout ça, d'amis de l'enfant, je veux dire. Et puis, quand l'enfant est dans ce repli, il est assez inaccessible. Les conduites à risque, je pense que c'est des choses importantes. Les conduites, à risque qui sont aussi quelquefois sur le plan alimentaire, quand on observe une prise de poids trop importante, une perte de poids importante, des troubles du sommeil, que les enfants ne dorment pas ou bien qu'ils ont du mal à dormir, sur le plan scolaire, les résultats qui chutent, en chute libre, enfin voilà, ça c'est des éléments, des signes de souffrance, psychologique de l'enfant, mais aussi quelquefois la colère, un enfant qui parle tout le temps mal, quand j'ai dit enfant, je parle des ados, hein. J'ai dit enfant par rapport aux parents, qui parlent toujours mal, qui est agressif. Enfin, il y a des choses qui sont liées à: «J'ai besoin de me séparer de toi», mais il y a des choses qui peuvent être liées aussi à: «C'est compliqué pour moi». Et je pense que quelquefois le parent, il peut proposer des choses aussi, de dire: «Je pense que tu es en colère, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me dis, c'est sans doute pas facile pour toi, ce qui se passe actuellement. Si tu veux en parler, on peut en parler», voilà. Et je trouve que le parent doit aussi donner des limites. C'est pas parce que
on est en train de se séparer et que c'est difficile pour cet ado, qu'on va le laisser dire tout ce qu'il veut, nous maltraiter, être grossier et désagréable avec le parent. Je pense qu'il faut aussi donner des limites et considérer que c'est compliqué pour toi, mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas le projet qu'on avait au départ, mais c'est comme ça que ça se passe et on va s'en sortir. Une chose qui est positive, c'est quand même que puisqu'on se dit 33% des enfants vivent la séparation de leurs parents, ça veut dire qu'il y a quand même 33% des jeunes qui sont dans les classes, dans les cours de théâtre, de foot, de sport, qui vivent ça aussi et qui sont des vraies ressources pour les ados. C'est-à-dire, ils peuvent parler entre eux. Moi, j'ai vu des jeunes ici dire, de toute façon, mes parents, c'était les seuls à être encore mariés des parents de mes amis. Donc, il y a des jeunes qui ont 3-4 amis proches, pour lesquels les 3-4 amis proches ont des parents séparés. Donc, il y a aussi quelque chose qu'ils observent ce qui se passe autour d'eux. Et puis, j'observe aussi des situations où les jeunes se rapprochent justement d'autres jeunes qui ont les parents séparés, un peu, avec une certaine curiosité. Mais comment ça s'est passé pour toi? Et qu'est-ce qui t'a fait toi? Qu'est-ce qui t'a vécu toi? Ouais. Et tu parlais des autres adultes, justement, donc la famille ou les enseignants, par exemple. Donc pour toi, leur rôle, quand il y a une séparation comme ça, c'est de se rendre disponible, en fait, de montrer à l'ado qu'ils sont là, pour les soutenir? Oui, je pense que d'essayer de proposer des choses, quelquefois ces adultes, ils sont déjà là, ils font déjà ces choses-là, ils sont déjà investis dans la vie du jeune et peut-être que se rendre un peu plus disponible, ça peut être un truc chouette. Il faut se dire aussi que les jeunes, les adolescents, quand ils ont des parents séparés, quelquefois, et ça c'est un des avantages, ils découvrent le parent autrement. Et donc, comme les parents, si on pense au modèle garde alternée, hein, ce qui est quand même le plus fréquent avec les adolescents, mais si on pense au modèle garde alternée, le parent, quelquefois, est déjà un peu à mal de voir son enfant qu'une semaine sur 2. Et du coup, quelquefois, il y a du mal à laisser, en plus de je te vois une semaine sur 2, et là, le week-end, tu pars au cinéma avec ma sœur. J'invente, hein, un scénario. Quelquefois, c'est difficile pour le parent de lâcher ça et de laisser l'enfant aller vers d'autres personnes parce que lui, il est aussi un peu en manque de son enfant. Mais ça peut être un vrai avantage, comme ça peut être aussi un vrai avantage, cette découverte du parent sans l'autre parent. Alors, très souvent, j'entends ça de la part des ados au sujet de leur père, de pouvoir dire, moi, je pense à une situation où les 3 garçons dans la fratrie, ils disent, mais mon père, moi, on adore aller chez lui maintenant. Il ne faisait jamais rien à la maison. Maintenant, il fait des gâteaux, on passe des bons moments ensemble, on joue aux jeux de société. Mon père n'a jamais, il y a un des 3 qui dit, le plus jeune, mais mon père n'a jamais fait un Monopoly avec nous. Maintenant, le dimanche, on fait un Monopoly. Et donc, ils sont très contents, ce qui n'est pas toujours facile pour la mère, qui elle a fait pas mal de Monopoly, et là, tout d'un coup, ils font un Monopoly avec leur père, et ils sont hyper contents. Et elle se dit, mais quand même, pourquoi? Mais ça, c'est le conflit des parents, et c'est comment, en tant que parent, on va gérer ça et ne pas culpabiliser les enfants de découvrir un parent sur un autre jour qui permet d'ouvrir à des choses, chouettes et intéressantes. Donc ce parent-là qui devient plus attractif, quelquefois, l'enfant a plus envie de parler avec lui aussi, parce que c'est un parent qui devient un peu plus proche, un peu moins étranger, c'est très fort, mais un peu plus connecté à ce qui se passe. Et donc il y a tous ces outils-là, c'est-à-dire quelquefois le sport, par le sport, je trouve que c'est pas mal d'informer aussi les parents, des amis des enfants, dire voilà, parce que quelquefois l'ami peut inviter, a envie d'inviter, et tout ça, ce sont des personnes ressources. Ouais. Ouais, justement, comme tu l'évoquais, les enfants qui parfois peuvent redécouvrir sous un autre jour leurs parents, ça c'est en quelque sorte presque un point positif à la séparation.
Est-ce qu'il y a aussi, d'autres, éléments qui peuvent être, voilà, des bienfaits ou en tout cas des moindres mal, qu'on peut mettre en avant auprès des ados dans certaines situations? Oui, moi je pense qu'il y a ça, ces bienfaits-là. Il y a aussi les bienfaits liés à l'autonomie. Les enfants, les ados de parents séparés, bah, ils sont quelquefois un peu propulsés vers une, autonomie, qui fait qu'ils doivent, apprendre des choses, être plus, suggérés un peu plus, dans le quotidien de la maison, mais aussi je trouve que ce qu'on observe et ça y d'ailleurs, c'est décrit dans certaines recherches, hein, sur, les enfants de parents séparés, c'est que ce sont des enfants qui peuvent s'adapter plus facilement, c'est des enfants qui peuvent, avoir la possibilité de passer d'un contexte à un autre parce qu'il faut se dire que les enfants de parents séparés, quelquefois à l'adolescence, ils ont affaire à plusieurs duos parentaux. Le duo, d'un parent, le duo de l'autre parent, je voulais pas dire le père et de la mère, mais ça peut être le père-père, bah, le mère-mère, enfin, d'ailleurs ce livre est un livre aussi, on a fait très attention à ce que ça ne soit pas destiné qu'à des enfants de couples hétérosexuels, hétéroparental, mais que ce soit les termes qu'on a utilisés, l'ouverture qu'on a proposée, c'était pour que aussi les enfants de parents, qui ont des parents qui s homosexuels, qui sont dans des couples homoparentaux, ils puissent aussi proposer ça à leurs enfants, que ce soit pas un truc très hétéronormé, comme ça. Donc de dire que là, maintenant, ta maman, elle est avec quelqu'un d'autre et là, ton autre maman, elle est aussi avec quelqu'un d'autre et donc il doit passer d'un mode de garde à un autre mode de garde et puis d'un mode de garde qui veut dire un modèle quelquefois éducatif et un autre modèle éducatif et on voit bien comment, certains jeunes vont savoir gérer ça, et ça, c'est aussi, un atout peut-être dans la vie de passer, de changer, jongler avec des règles qui changent et savoir s'adapter à un endroit où les règles ici, c'est comme ça et là-bas, c'est comme ça. Donc on va faire. Et dans le chapitre consacré aux disputes, pour revenir là-dessus, tu évoques le risque pour l'enfant, de se retrouver dans une position d'arbitre, ou de juge. Mmh. Et donc je voulais que tu réexpliques peut-être un petit peu qu'est-ce que c'était un conflit de loyauté? Hem, Alors, le conflit de loyauté, c'est quand même cette idée qu'on est, partagé, hein, entre 2 loyautés, entre en tout cas 2 appartenances qui ne pourraient pas, cohabiter ou coexister. Le conflit de loyauté, c'est l'enfant qui a le sentiment que s'il s'approche d'un parent, il doit s'éloigner de l'autre et que ces 2 amours, ces 2 appartenances, ces 2 affections ne peuvent pas cohabiter et que, heu on va forcément perdre l'un si on s'approche de l'autre, ce qui est quand même très compliqué et très douloureux pour l'enfant quand il est pris dans ces questions parce qu'il aime ses 2 parents et quelquefois j'utilise des métaphores comme ça pour dire, en fait, c'est comme si c'était un enfant frontière et s'il va d'un côté, ben, il va chez l'ennemi et c'est très compliqué d'être, dans la frontière, entre 2 pays en guerre. Donc les conflits de loyauté, je pense que ce qui dévaste les enfants, et je dis exprès ce terme, dans la séparation, ce n'est pas tant qu'il y a une séparation, c'est le conflit parental. C'est comment la conflictualité, la tension entre les parents empêche l'enfant de vivre une vie sereine et tranquille, où, il peut s'amuser et profiter de ce qu'il vit avec un des parents et s'amuser et profiter de ce qu'il vit avec l'autre parent et leur dire: «Tiens, on a fait ça et c'était chouette, c'était sympa» et il sent que le parent se réjouit de ce qu'il a vécu avec l'autre parent et donc ça, c'est quand même un niveau de sérénité aussi, et de sagesse du côté des parents qui est très important et très élevé. Mais je pense que le conflit de loyauté, c'est quand même, une des choses
qui sont les plus difficiles à supporter pour les enfants, les adolescents et les adultes, parce que moi, je pense à des adultes, ces adolescents, ils vont grandir, et je pense à des adultes, par exemple, qui n'osent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas faire une fête, parce qu'ils se disent, de toute façon, mes parents ne peuvent pas se retrouver au même endroit ensemble. Donc, ça serait beaucoup trop compliqué. Vous voyez? Donc, ça ne touche pas que les enfants et les adolescents, même les adultes peuvent se retrouver dans cette situation et se disent: «Il faut que je passe une journée de Noël», puisqu'on est dans la période. Si j'ai Noël, je dois faire une journée chez maman, une journée chez papa, parce que une journée chez ma mère, une journée chez mon père. Si je fais autrement, c'est le conflit total. La garde, l'équilibre de la garde alternée reste, même quand ils ont 35 ans, 40 ans. On reste dans cette tension-là. Je crois que... Pardon, le fait d'être fréquemment témoin de disputes, tu as parlé un petit peu des conséquences que ça pouvait avoir sur les ados, même sur les adultes. Est-ce qu'il y a d'autres effets comme ça un peu néfastes du fait d'être, voilà, d'assister régulièrement à des conflits entre ses parents? Alors, moi, je pense que si ça devient très, très, très fort, très, très tendu, très fréquent, c'est les conduites à risque, hein. C'est les scarifications, les effondrements psychiques, la dépression, heu, ouais, des troubles psy, en fonction du niveau de conflit et du niveau de tension parentale, ça peut déstructurer et déstabiliser psychiquement un adolescent profondément. Donc ça peut être très grave. C'est les enjeux de protection de l'enfance, en fait, c'est des enjeux de sécurité de l'enfant. Et donc c'est vrai que dans ce livre, on avance avec l'adolescent sur l'idée de, peut-être que, tu te retrouves à certains moments dans des positions de juge et arbitre de tes parents et c'est important de leur dire que c'est difficile pour toi, que ça te peine, mais si c'est compliqué de leur dire, il faut dire à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, peut être, quelqu'un d'autre de la famille, mais ça aussi quelquefois, si c'est très compliqué, ça peut être quelqu'un d'autre de l'extérieur. Ça peut être des enfants qui sont déjà suivis quelquefois à l'éducateur, l'éducatrice, parce que quelquefois il y a déjà des mesures éducatives qui sont en place, hein, avec les séparations. Donc, il y a aussi ces professionnels-là qui peuvent être des professionnels ressources. Bah, c'est vrai que c'est pas évident, pour un ado qui voit ses parents se déchirer, de un peu lever la main et dire: «Ah mais moi aussi je souffre en fait». Je pense que voilà, il y en a peut-être qui, justement cherchent un peu à protéger aussi leurs parents en fait. C'est Ouais, peut-être pas facile de se faire entendre, dans un contexte, comme ça. ouais, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que quelquefois, ça passe vraiment sous silence et un livre comme celui-ci peut aider l'ado à se rendre compte aussi de ce qu'il fait passer sous silence, à se rendre compte aussi de comment il pourrait se protéger, à se rendre compte de comment il pourrait, prendre soin de lui. C'est un partenaire, hein, ce livre, il a été pensé aussi comme un petit peu un partenaire pour l'enfant, pour l'ado. Et justement, dans le livre, tu abordes aussi la question des violences familiales. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes qui sont témoins de violences au sein du couple? Est-ce que ils peuvent se tourner vers quelqu'un, en fait, vers qui peuvent-ils se tourner quand ils sont témoins de violences ou même quand ils le sont victimes eux-mêmes? Ah beh, ouais, ça, c'est encore, c'est les enjeux de la protection de l'enfance. Ils peuvent s'adresser à l'assistante sociale de leur collège ou de leur lycée. Ils peuvent s'adresser à l'infirmière scolaire. Ils peuvent s'adresser à leur maître, leur maîtresse. Ils peuvent s'adresser à d'autres membres de leur famille s'ils veulent dire des choses, mais s'ils ne sont pas entendus, ils peuvent s'adresser à des professionnels et puis il y a le 119, enfin, c'est-à-dire que se sentent en danger et qu'ils pensent que des personnes, hem, de leur famille, sont en danger et que leur maman ne peut pas ou leur papa ne peut pas demander de l'aide, ils peuvent demander de l'aide à tous ces professionnels-là, alors, quelqu'un parlait des éducs de prévention, c'est que s'ils sont en lien avec ces éducs de prévention, bien sûr. Après,
les associations sûres. Mais bon, quelquefois, c'est difficile pour l'enfant de faire la démarche, en plus d'aller à la MDSI du quartier ou aller, mais tous les jours, quand ils vont à l'école, au collège et au lycée, il y a des professionnels qui peuvent alerter, qui peuvent les entendre sur ces souffrances-là. Ça, c'est plus facile parce que c'est plus aisé. Et puis, bien sûr, toutes les autres choses que les personnes peuvent dire là dans le chat, je pense qu'il y a des pistes qu'on peut aborder. On a une réaction d'ailleurs. Mais si quelqu'un s'en rend compte, c'est possible qu'un adulte de l'entourage prenne contact avec un club de prévention et l'éducateur ira vers l'enfant. Oui, effectivement, il y a cette possibilité aussi. Tout à fait. Ouais. Mais là, oui, évidemment. C'est là le regard de l'entourage, comment l'entourage est acteur, présent dans ces situations-là. Mais pour le jeune lui-même, là aussi, conflit de loyauté, c'est-à-dire comment je vais faire pour dire ça ailleurs, alors que dans les situations où il y a de la violence intrafamiliale, très souvent, il y a une stratégie de silenciation du système qui fait que tout le monde se tait et quelquefois de manière comment dire? Explicite ou implicite, l'enfant, il comprend qu'il doit se taire implicitement, mais quelquefois, c'est une commande explicite. Tu ne dis rien à personne, parce que sinon ça va être compliqué. Et donc braver cela est très difficile, mais je suis d'accord qu'effectivement, quand le jeune n'arrive pas à braver cela, parce que porter ça est très difficile, c'est très important que l'entourage puisse, être attentif à ce qu'il traverse. Et tu parlais tout à l'heure de l'exemple des 2 frères qui vivaient, très, très différemment la séparation de leurs parents. Quelles peuvent être les conséquences d'une séparation sur la relation entre frères et sœurs? Alors, c'est très variable là aussi, hein. Ça dépend du type de relation qu'ils avaient, du niveau de conflit, parce que le niveau de conflit, quelquefois, ça fait que, bah, dans la fratrie, il y a un qui est du côté de l'un, l'autre du côté de l'autre des parents. Mais ça peut être quand même aussi, justement un partenaire ressource, hein. Le frère, la sœur, ça peut être un partenaire ressource pour, traverser ça et pour supporter ça, et donc ça, c'est intéressant de favoriser ça. Qu'ils puissent, dans le cas où, la relation est bonne, qu'ils puissent être ensemble chez chacun des parents, qu'ils puissent être reçus ensemble chez les grands-parents ou chez les oncles et tantes. Enfin, voilà, si la relation est bonne et que la qualité, de la relation, le permet, moi je trouve que c'est important qu'ils puissent, continuer à être ressources l'un pour l'autre. Parce que c'est là aussi quelque chose qui ne bouge pas, hein, c'est une relation qui peut rester constante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'on a peut-être encore vous avez peut-être encore des questions. Je me disais peut-être ça serait pas mal d'ouvrir, non? On a 10 minutes, 8 minutes, non? Il nous reste 10 minutes. Je sais Oui, pas. bien sûr, Qu'est-ce que si, vous en en fait, pensez? Je sais les pas ce que personnes vous en pensez, Mathilde et Herminie. Qu'est-ce qu'on fait? pour On con l'instant, on n'a pas de questions pas de questions? dans la conversation, mais en tout cas, bien sûr que, je le répète, hein, si vous avez, des questions, n'hésitez pas, il est encore temps de les poser, donc soit dans l'onglet conversation, soit dans l'onglet Q&R questions-réponses. On est en train de surveiller et dès qu'il y Ah a des super. questions, on te les pose, Vivi. J'ai l'impression qu'il y avait Samir qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il avait une question qu'il pouvait écrire dans le chat parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Les personnes, elles doivent écrire C'est ça, oui, des voilà. questions, dans le chat. Ils peuvent pas prendre le micro directement donc je sais pas si Samir, vous aviez une question. Et sinon on continue. Enfin, notamment, oui, on a encore, quelques questions pour toi. Et notamment, dans le cas où il y a des demi-frères et des demi-sœurs, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour, favoriser la cohabitation? Ah ouais, c'est très intéressant cette question que j'avais abordée du côté des familles recomposées dans le livre Belle-mère, beau-père, trouver sa place. Mais je trouve qu'on a trouvé que c'était intéressant aussi de l'aborder ici dans ce livre. Pardon. C'est très intéressant parce que quelquefois, on va observer que l'enfant qui naît du nouveau couple, pour l'adolescent qui a vécu la séparation des parents, lui, il se dit: «En fait, cet enfant, il est là tout le temps»
et cet enfant, il a tout le temps les 2 parents. Et quelquefois, l'arrivée de cet enfant peut aussi, déloger l'enfant du premier couple, qui peut être peut-être le dernier ou peut-être l'aîné ou peut-être le seul fille ou peut-être le seul garçon. Enfin, il y a des choses aussi qui se jouent autour de la place. Pour certains, ça va être très intéressant parce qu'ils disent: «Ah, mais j'ai maintenant une petite sœur ou un petit frère», ils vont être très attendris et très, très touchés. Pour d'autres, ça va être très difficile. Pour certains, ça va vraiment donner un sentiment de famille et même de rapprochement avec la belle-mère ou le beau-père, parce que par ce petit frère ou cette petite sœur, le beau-père ou la belle-mère devient, en plus d'être compagnon du parent, le père ou la mère du frère, hein. Et dans certaines familles, on ne dit pas demi-frère ou demi-sœur, on dit frère et sœur. Et en fonction du style de famille, si on a une famille où tout le monde est un peu pris au même niveau, c'est mon frère, c'est ma sœur, cet accueil va être super positif. Et en fonction du type de la relation, la qualité de la relation, l'état du jeune, ça peut être quelque chose qui rend du coup très difficile la relation avec le parent qui a eu cet enfant, parce que il y a tout ce qui se passe quand il n'est pas là et tout ce qui se passe quand il n'est pas là est difficile. Il y a tout un travail d'accueil, de sécurisation aussi de cet ado, pour dire: «Mais voilà, cet enfant, il est là, mais on t'aime, et puis on va faire aussi des choses ensemble». J'aime beaucoup l'idée de garder la possibilité de faire des différentes configurations. Il y a un petit enfant qui arrive, on accueille ce petit enfant, mais on va pouvoir continuer à aller au ciné avec son ado, dans la mesure du possible, faire des choses aussi en parallèle, mettre l'ado totalement au diapason de ce petit bébé qui arrive, c'est un peu compliqué pour l'ado. C'est-à-dire, il fait la sieste, tout le monde fait la sieste. Tu dois plus bouger, tu dois plus. Ah non, mais on peut pas sortir parce que. Donc, il y a des choses que l'ado va comprendre qui va être, euh, qui va être possible pour lui et qu'il va adorer, qu'il va apprécier. Mais il y a des choses, ben, il va falloir quand même jongler avec ça. C'est quand même l'histoire des familles qui ont des enfants avec des écarts d'âge importants et qui doivent jongler pour ne pas créer un conflit, une tension entre les enfants parce qu'il y a un qui se sent complètement lésé parce qu'on s'ajuste toujours à l'enfant plus jeune. Euh, et c'est difficile pour lui. On a eu des questions dans le chat. La première de Thierry qui demande donc, quels conseils pardon, dans le cas d'un couple qui se sépare et dont la mère part à l'étranger avec 3 enfants et un reste en France avec le père. Cela devrait être temporaire et en juillet, l'enfant resté en France devrait rejoindre la mère. Est-ce que tu aurais des conseils pour ce type de situation, par exemple? Alors, des Une conseils, séparation de la famille. c'est jamais très bon, hein. Je veux dire des choses et après vous faites parce que le conseil, on a l'impression qu'on doit les suivre et alors c'est jamais très facile parce à la fois on a l'impression qu'on doit les suivre et surtout on veut pas les suivre. Donc, on va pas dire conseil, mais je veux dire un peu quelque chose comment ça m'inspire et puis après vous prenez ce qui vous intéresse dans ces pistes-là. Moi, je trouve que maintenant, on a toutes les techniques de communication et d'information, les téléphones, les WhatsApp, les, in- les applications qui permettent d'être en contact. Je me dis qu'il faut favoriser ce contact et ce lien. Je pense que c'est pas évident du tout en fonction de l'âge de cet enfant. Pardon, en fonction de l'âge de cet enfant et tout ça, c'est important qu'on sache l'âge de l'enfant qui reste, ça dure 6 mois, cette séparation, qu'est-ce qui se passe là-bas? Que l'enfant comprenne bien, bien, bien pourquoi c'est lui qui est resté, qu'il se dise pas: «Enfin, en fait, on m'abandonne», voilà, c'est de la chirurgie fine pour bien faire comprendre les raisons et pour continuer à entretenir le lien entre l'enfant et ses frères et sœurs, mais aussi avec le parent qui est parti parce que c'est pas évident non plus. Autre question, est-ce que l'adolescent peut penser que le demi-frère vient le remplacer dans la nouvelle famille, du parent qui se recompose donc, après la séparation? C'est vrai que Et tu dis que il tu peut se vois sentir,
un danger avec l'arrivée de ce petit frère. Et moi, j'observe même, moi je fais le lien avec le livre Belle-mère, beau-père, parce que ces deux livres, ils sont quand même un écho en fait, hein. Mais moi, j'observe même quelquefois des belles-mères, puisque j'ai entendu plus des belles-mères, mais sans doute des beaux-pères, qui peuvent dire, j'ai peur qu'il pense que je l'aime plus parce que j'ai mon enfant biologique et j'ai peur qu'il pense que je l'aime plus, ou même j'ai peur d'aimer moins mon beau-fils ou ma belle-fille. Il y a un doute, il y a une crainte quand même qui surgit dans les familles, comme c'est vrai aussi quand on a un deuxième ou un troisième enfant, on se dit, ah, j'ai peur de ne pas aimer. Pour le troisième, c'est moins vrai parce qu'on a déjà eu l'expérience du second, mais quand les parents passent du premier au second, ils sont là, ah, est-ce que je vais aimer pareil, mon second, est-ce que, bien sûr qu'après, ben, l'amour, il est là, il surgit, mais avant l'arrivée, il y a toutes ces préoccupations et l'adolescent, durant la grossesse, l'annonce de la grossesse, se pose toutes ces questions. Mais est-ce qu'il va m'aimer pareil? Est-ce que je vais perdre ma place? Est-ce que je vais avoir toujours la place? Et donc, c'est important aussi que les parents et même les beaux-parents puissent dire ces choses-là. Peut-être que tu as peur de ça, mais nous, on veut te rassurer. Et puis, montrer, hein. Il ne suffit pas que de dire, il faut montrer avec des gestes, des attitudes, des comportements qu'il a toujours sa place, mais c'est sûr que c'est une crainte. Et cette crainte peut le faire agir, devenir très désagréable et provoquer du rejet, parce que c'est le rejet qu'il craint. C'est vrai que c'est possible. On a une autre question dans le chat, une personne qui nous dit: «Je suis psychologue et plusieurs adultes m'ont dit ne pas avoir de souvenirs d'enfance avant la séparation de leurs parents, peu importe l'âge qu'ils avaient. Est-ce que vous en connaissez la raison?» Ah ben, c'est qu'il faut entendre chacun sur, qu'est-ce qu'ils imaginent qui s'est passé et comment ils ont rétabli ça, l'histoire avec d'autres personnes. Mais je pense que ça veut dire que ça peut être un événement traumatique. Ça peut faire une rupture. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de comprendre comment les choses se sont déroulées après, du coup. Si c'est, j'ai pas de souvenir avant et en fait après, j'ai plus vu mon père ou j'ai plus vu ma mère et enfin, je me dis que c'est intéressant de savoir quels sont les souvenirs qu'ils ont, et est-ce qu'ils ont essayé de reconstituer les souvenirs d'avant la séparation avec d'autres personnes qui en ont été témoins pour qu'on puisse comprendre, mais ça peut être un événement traumatique, c'est sûr. Avant-dernière question, quoi faire lorsque les parents sont séparés et que l'enfant refuse la venue au domicile, du nouveau compagnon? Comment Alors, je vous désamorcer conseille de ça? lire Belle-mère, beau-père. Ouais, là, dans ce cas, c'est vrai qu'on Là-dessus, on est pile poil. c'est plutôt un C'est autre, pas que je vais faire de la pub, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, ce que je pense, c'est que il faut quand même qu'on comprenne avec l'enfant, l'adolescent, qu'est-ce qui a été dit entre nous, hein? Il y a un chapitre qui raconte ça exactement comme ça, dans le livre Belle-mère, beau-père, où, quelquefois, le parent crée une alliance avec son enfant qui peut donner l'illusion à l'enfant qu'il y aura que lui et que maintenant cette séparation, l'avantage de cette séparation, entre guillemets, c'est qu'on va être ensemble, on va faire plein de choses ensemble, qu'on va en fait, qu'on va être entre nous, l'adolescent va avoir son parent pour lui. Ou bien parce que le parent peut laisser penser ça, ou bien que l'enfant, il se construit cette idée lui tout seul, avec les interactions et cetera. Et donc l'autre conjoint devient un vrai intrus par rapport à ça. Autre hypothèse, c'est que l'arrivée de ce conjoint est une réédition de la séparation, c'est-à-dire là, on est allé à une étape supérieure. Ils se sont séparés, OK, j'ai digéré, mais avoir un compagnon, une compagne, ça veut dire que c'est vraiment terminé. Et puis, c'est quelquefois très confrontant de voir son parent aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas vu cette joie, cette séduction, ce côté très très jovial, égayé comme ça avec son propre parent. On n'a pas ces souvenirs-là d'avoir vu son parent amoureux et c'est très perturbant
d'avoir ce témoignage-là. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent, entre guillemets, être des hypothèses pour cette situation, pas justifiées, mais voilà, nous éclairer sur ce qui peut être ça. Et puis d'autres choses qui l'adolescent serait le seul à pouvoir nous raconter, lui. Merci beaucoup, Evie. Il est 19 h, on va devoir s'arrêter. Bon, allez, je pose la toute dernière question du chat, la question de Stéphanie. Qui dit donc, dans le cadre d'une séparation subie, car un des membres du couple a rencontré quelqu'un d'autre, vous disiez de pouvoir en dire quelque chose à son ado. Mais donc de le dire à son ado, cela ne risque-t-il pas de le mettre en conflit avec le parent fautif? D'autant que dans ce cas, l'autre parent n'est pas toujours, disponible pour relativiser, on va dire. Alors c'est vrai que si on dit parent fautif, là, c'est plus C'était compliqué. entre guillemets, hein, parent fautif. Mais même, oui, oui, oui. Donc, Mmh. moi, ce que je pense, c'est qu'on doit dire ce qu'on peut dire et ce que l'adolescent peut entendre. Si on pense que je pense que c'est peut-être pas tout de suite l'idée de dire: «Ton père est parti avec quelqu'un», ça, c'est peut-être un peu complexe, mais de dire: «Voilà, on s'est aimé moins, ton papa ne m'aime plus» ou «Il, n'a pas plus d'émotions amoureuses pour moi» et puis, c'est peut-être aussi à l'autre d'avancer sur cette annonce-là. Si dans le couple, l'annonce se fait: «Je m'en vais parce que j'ai rencontré quelqu'un et je t'aime plus», je pense que c'est lui qui a pris cette décision, doit pouvoir dire quelque chose à son adolescent. S'il ne peut pas dire sur le fait qu'il a rencontré quelqu'un, mais qu'il puisse dire qu'il n'aime plus l'autre parent et que c'est lui qui se manifeste pour partir. Je pense que ça aide tout le monde, en fait, cette reconnaissance-là. Mmh. Mais c'est toujours au cas par cas, il faut discuter, ça peut pas être une solution comme ça, dite, pour tout le monde, c'est vrai, non. Mais plus on est authentique, plus on dit les choses de manière que ça soit entendable pour l'adolescent et moins celui qui n'est pas d'accord avec ça ne doit pas porter le chapeau d'une responsabilité qui n'est pas la sienne. Je pense qu'il est mieux, voilà. Merci beaucoup, Evie. Je vais rappeler, les références, de ton livre, «Mes parents se séparent et moi dans tout ça». Hop, voilà, vous pouvez le voir. Donc c'est éditions, Magenta. Il est disponible, dans toutes les librairies et sur notre site, magenta-édition.fr. Merci aussi à tous d'avoir été présents avec, nous, ce soir. On organise régulièrement des webinaires, pardon, avec les auteurs de la collection, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pour être au courant des prochains, événements et rencontres. Et aussi on parlait, tout du précédent livre d'Ivy qui s'appelle Beau-père, belle-mère, publié aux éditions ESF Sciences Humaines. Si vous regardez dans le chat, je vous ai mis aussi la référence pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Donc là, un livre qui s'adresse plutôt pour les parents et les beaux-parents. Et puis il y a un livre, qui sort en janvier, peut-être pour éviter la séparation. C'est vrai. Je te laisse l'annoncer, oui, bien sûr. Qui s'appelle Faire vivre son couple, qui est un livre grand public, en partie inspiré du livre Le couple est un lieu, et voilà, mais qui a été bien changé, transformé, mais voilà, qui peut être un livre intéressant pour avancer sur les chemins du couple, de la vie à deux. Et puis peut-être que dire aussi mon site internet. Si vous voulez garder contact et garder lien, c'est ividor.com. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ivy. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci aussi, Mathilde, de toujours m'accompagner. Bonne soirée à tous. Merci Bonne soirée à Herminie, tous. merci Mathilde, merci tout le monde. Merci beaucoup.